Au Nouveau-Mexique. Le 16 juillet 1945, la première bombe test Trinity explose dans le désert d'Alamogordo, créant un nuage de 13 km de haut. Plus de 70 scientifiques, dont Léo Szilard, adressent une pétition au président pour demander que la bombe ne soit pas utilisée contre une cible au Japon, mais qu'elle serve uniquement d'avertissement. Oppenheimer ignore la pétition et insiste pour que la bombe soit larguée sur une ville japonaise. Le 6 août 1945, la bombe Little Boy est larguée sur Hiroshima, puis le 9 août, Batman tombe sur Nagasaki. En tout, les bombes auraient causé jusqu'à 220 000 morts. Oppenheimer justifie l'utilisation de ces bombes pour abréger le conflit avec le Japon et épargner la vie de centaines de milliers de soldats américains. Oui, très rapidement, chers téléspectateurs, je veux, à travers cette vidéo que vous venez de voir, je veux présenter qui est Julius Robert Oppenheimer. Julius Robert Oppenheimer est un physicien américain né le 22 avril 1904 à New York et mort le 18 février 1967 à Princeton dans le New Jersey. Il s'est distingué donc, en physique théorique pure comme directeur scientifique du projet Manhattan. À cause de son rôle éminent, il est régulièrement surnommé le père de la bombe atomique. Opposé au développement d'armes thermoculaires, il est discrédité par le gouvernement américain dans les années 1950 à l'époque de McCarthyisme. McCarthyisme, ici, c'est quoi? C'est l'époque où le président McCarthy avait protesté contre le communisme pour faire sortir un courant purement qui lui est propre. Et ce courant lui a prévalu donc cette doctrine du McCarthyisme. Donc, Julius Robert Oppenheimer était réhabilité dans les années 1960. Il termine brillamment sa carrière universitaire. Élevé dans une famille fortunée, intellectuelle et libérale, il maîtrise l'allemand, l'anglais et le français au point qu'il peut lire les ouvrages des plus hauts chimistes, mathématiciens et physiciens de l'époque dans leur langue d'expression. Il publie les articles importants en mécanique, en physique des particules et en physique nucléaire. Et donc, je voudrais simplement dire que Oppenheimer était appelé plus ou moins comme le père de la bombe atomique. Pourquoi? Parce qu'il avait un moment fait une publication à la télévision pour exprimer le regret en quelque sorte parce qu'il est à l'origine de 220 000 victimes de bombes atomiques lorsque les États-Unis ont lancé pour la première fois après la Deuxième Guerre mondiale en Hiroshima. Et il a fait pour regretter franchement une sorte de confession, si vous me permettez le terme. Et c'était désastreux parce que la bombe atomique avait fait des milliers de personnes victimes, des enfants et des femmes. Et cela a fait que Julius Robert Oppenheimer avait confessé, si vous voulez, ses péchés en tuant des milliers de personnes. Voilà un peu l'information concernant le grand chimiste, le grand physicien, Julius Robert Oppenheimer.
J'ai encore une autre information que nous allons partager ensemble avec les spectateurs ce soir. Je voudrais revenir à la situation du Niger. Le Niger qui traverse un moment très difficile, hein, un moment de crise politique suite au coup d'État qui a eu lieu le 26 juillet 2023. Après les tiraillements de part et d'autre de la CEDEAO et les chefs d'État africains qui sont pour l'indépendance totale de l'Afrique, ceux qui sont opposés donc à la CEDEAO. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie décide de dénoncer les accords de coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense de cet État, notamment du 19 février 1977 sur la coopération militaire technique conformément ومن تدخل مسلح في بلادهم. Voilà, donc comme vous venez d'écouter ici la déclaration à travers la télévision du Niger, c'est que le Niger a profité de cette situation pour dénoncer tous les accords, les accords de coopération militaire avec la France. Parce que vous savez, dans cette crise, beaucoup d'Africains étaient interpellés, pour lesquels nous avons le Mali, le Burkina Faso, l'Algérie qui était contre, en quelque sorte, l'intervention militaire au Niger. Et par rapport à cette situation, les Nigériens ont dénoncé les accords de coopération. La position de la France vis-à-vis de cet accord, c'est que la France ne reconnaît pas cette junte nigérienne qui a dénoncé les accords, parce que les accords ont été signés par des présidents démocratiquement élus. Et donc, il n'y a pas question de reconnaître cette dénonciation pour laquelle la France est complètement mise à l'écart de la gestion de l'uranium du Niger. Et il faut rappeler aussi que la CEDEAO avait donné un ultimatum qui s'est expiré le dimanche dernier. Et après quoi, il y aura une intervention militaire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a aussi une division en quelque sorte qui figurait parmi les présidents, les chefs d'État africains. Parce qu'ils ne sont pas unanimes par rapport à la décision de la CEDEAO. Vous allez voir, par exemple, certains États de l'Afrique de l'Ouest qui sollicitent mieux la négociation diplomatique, à l'exception de l'option militaire qui est mise sur table. Et voilà ce qu'il faut connaître à travers cette crise. Aujourd'hui, le président en exercice de la CEDEAO, le président nigérian qui encore a convoqué un autre sommet d'ici le 10, à l'issue duquel nous ne saurions quelles seront les décisions de manière définitive qui seront prises. Voilà un peu en ce qui concerne la situation actuelle de la crise nigérienne. J'ai lancé un message au président de la République Macky Sall. C'est lui qui est garant de la sécurité de tous les citoyens. Actuellement, ce qui se passe est inadmissible. Il sera responsable de tout ce qui pourrait arriver à Ousmane Sonko. Il y a une véritable provocation des forces de défense et de sécurité. Volontairement, ils ont obstrué le passage. Ils ont mis des véhicules blindés et ont forcé le convoi de passer sous un tunnel, sans sécurité. Et lorsque nous sommes sortis du tunnel, il y a encore d'autres barrages. Et là, nous ne pouvons ni avancer, ni reculer.
C'est les traquenards dont je parlais. Maintenant, ils essaient de faire sortir le président Macky Sall. Il ne faut pas être président de la République et ne pas réagir lorsqu'il y a des risques graves pour la population. Pas le véhicule, commissaire, avec tout ce que vous avez comme dispositif, vous pouvez escorter mon véhicule jusqu'à chez moi. Je ne sortirai pas de mon véhicule pour entrer dans un autre véhicule. Sauf si je suis en état d'arrestation. Voilà. Bien, vous voyez ici, ce sont des forces de l'ordre qui sont venues pour arrêter le président Ousmane Sonko. Voilà les témoignages de part et d'autre à l'endroit de ce président, qui est cher pour les Sénégalais. Hein. Donc, la semaine dernière, Ousmane Sonko a été arrêté pour beaucoup de chefs d'accusation. Au total, 6 chefs d'accusation qui est formulé contre Ousmane Sonko. Et il a été déposé sous mandat de dépôt du procureur de la République. Et donc, aujourd'hui, l'information nous parvient que Ousmane Sonko avait fait une grève de faim pendant laquelle il a eu des malaises et son état de santé s'est dégradé jusqu'à ce qu'il soit évacué à l'hôpital central du Sénégal de Dakar. Et hier et ce matin, on nous fait entendre sur l'antenne léegi gis ngeen ni ñu def vitre bi gis ngeen ni ñu def vitre oto bi toj nañ ko enlevé ko léegi toj nañ vitre bi enlevé président. Jël nañu téléphone Ousmane. waaw jël naa ko. Jël nañu ko. non jël naa téléphone bi. gis nga. le Sénégal. non lii sama téléphone la. Voilà, qui ont sévi le Sénégal. Et donc, l'analyse de cette situation que Ousmane Sonko est en train de traverser en ce moment laisse croire que c'est un compte à rebours parce que comme c'est lui qui était à l'origine des manifestations dans toutes les villes du Sénégal, il faut l'écarter complètement des élections présidentielles prochaines. Et son arrestation n'a pas été une solution, mais le régime en place a encore dissous son parti politique, le PASTEF. Vous voyez, le Sénégal se trouve dans une situation de crise interminable parce que un parti comme le PASTEF, qui à l'époque, lors des élections présidentielles passées, était venu presque le deuxième après Macky Sall. Et le parti, pour un jeu politique, est dissous. Vous voyez, cela constitue en quelque sorte un recul en termes de la démocratie. Et c'est très grave ce que le régime de Macky Sall est en train de faire. Hein, il faudrait, pour que les Africains vivent réellement ce principe s'il s'en prie lui-même en faisant en quelque sorte que Ousmane Sonko ne pourrait plus jamais participer aux élections prochaines. Et quelques candidats de l'opposition qui ont été validés lors de l'Assemblée ordinaire du Parlement, ce dernier qui avait validé la candidature de 2 opposants, à savoir M. Khalifa et le fils de l'ancien président sénégalais, Karim Wade. Donc, moi, particulièrement,
j'interpelle, hein, j'appelle à une situation de prise de conscience parce que les Africains sont déjà à un niveau d'un réveil national très élevé. Et il n'y a pas question que les politiciens continuent à vouloir se prendre comme des dictateurs. Donc Macky Sall ne doit pas écarter Ousmane Sonko dans cette crise-là. Il faudrait qu'il revienne sur sa décision en réhabilitant le parti, le PASTEF, et en libérant immédiatement M. Ousmane Sonko, parce que cela constitue un recul très grave en matière de la démocratie. Voilà, nous revenons encore sur la même situation de Savannah. Ndji, l'affaire qui avait opposé le Tchad avec la société Savannah à l'époque. La société Savannah avait déposé une demande d'arbitrage au tribunal du commerce international siégeant à Paris, avait plusieurs reprises donc sommé le Tchad à revoir sa position. Donc le Tchad, la sentence arbitrale de ce tribunal de commerce international est tombée en faveur de Savannah et que le Tchad donc est défavorable par rapport à cette situation. Aujourd'hui, le tribunal somme le Tchad à verser les frais honoraires et d'autres frais subséquents à la société Savannah et d'annuler les parts qui ont été arrachées pour le compte de la société nouvellement créée au Tchad. Et donc, cette situation, il faut le dire honnêtement, nous sommes il y a un problème sérieux. Donc, le Tchad est condamné par le tribunal d'arbitrage à verser les frais des honoraires, les frais de poursuite et les demandes pour l'autre. Donc, à une hauteur. Donc, le Tchad perd. Le procès, le Tchad n'a pas perdu. Donc, il reste encore dans une situation d'espoir que le Tchad aura bel et bien sa part. Voilà, le dernier mot, c'est que je voudrais parler de la grève des magistrats qui persiste au Tchad. Il y a une situation un peu alarmante. Les magistrats du Tchad ont débuté leur grève il y a de cela quelques mois. Ça a perduré. Et il y a de cela un mois déjà, le ministre avait fait la réquisition de quelques magistrats pour la continuité de service, mais ces magistrats n'ont pas accepté. Et il y avait eu des assemblées de magistrats qui sont restés dans leur position de continuer avec la grève. Et tout dernièrement, pas plus tard, avant 3 jours, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux et des Droits de l'Homme
a pris un communiqué pour rappeler que les magistrats qui ne viendront pas au travail seront lésés, seront complètement coupés de leur salaire. Donc, c'est une situation que le Tchad traverse en ce moment. Et cette mesure, s'il faut la prendre dans sa teneur, c'est une mesure qui aura beaucoup d'impact sur la situation judiciaire au Tchad. Voilà ce que je voudrais dire en une petite parenthèse dans cette interview. Merci. Bani